Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Savoir-être, le podcast dédié aux professionnels des solutions négociées et aux compétences relationnelles. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir une consoeur, Alice Canet, qui est avocate au barreau de Strasbourg. Bonjour Alice. Bonjour Martin, merci pour l'accueil, merci pour l'invitation. Bonjour à toi, bonjour Xavier. Alors n'hésitez pas à lui poser toutes vos questions, elle y répondra en direct. Normalement, on est connecté sur pas mal de réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, YouTube, Twitch, qu'est-ce que j'en oublie, mais Twitter X aussi. Enfin bon, il y en a pas mal, mais normalement, on arrive à avoir toutes les questions en même temps, et donc on pourra les prendre au fur et à mesure. Alors, Alice, tu te décris sur LinkedIn comme une avocate atypique et j'ai compris que tu intervenais surtout en matière familiale et dans des situations internationales. Donc, je suppose que ça veut dire des couples où l'un est par exemple français et l'autre allemand. Est-ce que c'est à peu près ça la situation, les situations que tu connais au quotidien? Ouais, c'est ça, c'est alors famille internationale, donc c'est typiquement des couples ou futurs ex-couples ou déjà ex-couples qui ont un lien international. Donc soit par exemple un couple franco-allemand qui va habiter en France ou en Allemagne, ou même un couple franco-français qui habite au Mexique, aussi possible par exemple. D'accord, donc c'est ce type de situation dont on pourra parler. Et donc, tu t'es formé à la médiation en Allemagne, si j'ai Ouais, bien compris aussi. c'est ça. Donc ça, tu pourras nous en dire un mot. Comment la médiation fonctionne en Allemagne, en sachant que je te demande un peu l'impossible, parce que je te demande de décrire quelque chose, mais il n'y a pas forcément de point de comparaison. Donc, mais ça peut être intéressant quand même. Ouais, ok. Et alors, est-ce que tu as dans ton cursus, est-ce qu'il y a des choses que j'ai oubliées? Est-ce que tu t'es intéressé à d'autres choses en particulier? Donc le droit, les situations internationales, la médiation, est-ce que j'oublie des choses? Bah alors, j'ai fait plein de trucs, mais je pense que quelque chose qui me caractérise pas mal, c'est le fait d'exercer de manière bienveillante, vraiment au centre, et que je n'accepte de travailler que pour des gens qui veulent que ça se passe bien. Sans D'accord, savoir forcément comment ils peuvent réussir à trouver un accord parce que c'est pas leur situation actuelle, mais qui veulent que ça se passe bien. Et un autre point, c'est que j'utilise beaucoup d'outils créatifs, d'accord. Alors, voilà, c'est qui deux peuvent points très bousculer un peu les gens. intéressants. Parce que, On peut commencer par ces deux points. Alors, en quelque sorte, tu fais passer un casting au ouais, client, si je comprends bien. tout à fait. Je fais passer, mais je le fais passer sans avoir plus besoin de le demander parce que sur mon site internet, c'est vraiment très clair. C'est les couleurs de mon logo et de ma charte ont été choisies pour représenter cette côté de paix et d'harmonie, voire de spiritualité. À peu près toutes les 3 phrases, il y a le mot paix qui arrive, ou entente, ou accord, ou voilà. Et il y a énormément de vidéos, énormément d'infographies qui montrent vraiment que c'est pour les gens qui veulent que ça se passe bien. Alors, les clients se présentent en disant bah, j'aimerais trouver une solution négociée, j'aimerais que ça se passe bien, j'aimerais pacifier la situation. C'est à peu près ça, l'idée? Alors en fait, ils prennent rendez-vous sur mon site internet, Hmm. donc ils ont accès à mon agenda en ligne et ils prennent les créneaux qu'ils veulent. Ils ont un petit questionnaire à remplir qui est automatiquement fait avec Calendly. Et dessus, comme question, il y a notamment quelle est votre situation de base, quel résultat vous aimeriez atteindre, qu'est-ce que vous avez déjà fait pour essayer de régler ce problème de cette manière, et pourquoi vous pensez que moi, je peux être la bonne personne pour vous y aider. D'accord. Et Donc, ça alors, ceux qui met ne déjà... sont pas, ceux qui ne qualifient pas vraiment à tes critères, s'éliminent eux-mêmes ou tu les renvoies vers des confrères Ah non, bah, ils prennent même pas rendez-vous avec moi. D'accord, ils prennent pas rendez-vous avec Mm. toi. Non, enfin, là, j'ai eu par exemple la semaine passée une personne qui a pris rendez-vous avec moi. Mhm. Et en fait, elle m'a demandé un deuxième avis sur une question de droit international de la famille. Donc, elle avait déjà un avocat, il y avait déjà eu un jugement, mais elle a vu que je faisais du droit international. Elle a probablement estimé que j'étais compétente juridiquement. Et elle m'a demandé à partir de quand le régime matrimonial était le régime français, étant donné que, voilà, et donc l'histoire, la nationalité, l'arrivée en France, le mariage, le ci, le ça. Voilà. Donc j'ai répondu en 3 minutes à sa question parce qu'effectivement, je sais répondre en 3 minutes à cette question, mais la question, ça a un impact à plus d'1 million pour elle, quoi. Et puis, elle n'a pas du tout en tête de travailler avec moi derrière parce que le divorce est déjà en cours et voilà. Donc bon, j'ai répondu à ça. Et puis à la deuxième question,
sur, en gros, l'utilisation par son mari de sommes au bénéfice de ses enfants, un peu en fraude du fisc. J'ai encore accepté un peu de répondre, et puis elle m'a dit, bon, une troisième petite question. Non, c'est pas le concept des 15 minutes gratuites, quoi. Le concept, c'est qu'on puisse voir si on travaille ensemble et si moi, je peux vraiment vous aider pour le sujet. C'est pas de juste avoir un deuxième avis gratuit sur une situation très précise. Ouais. Donc ça, moi, c'est un système que j'utilise aussi, les minutes gratuites pour caster les clients et pour s'assurer qu'on peut répondre à leurs besoins. Alors moi, ça m'arrive d'avoir des gens qui ont un besoin d'agressivité, donc je les réoriente, même si j'essaye de creuser d'abord parce que souvent ils pensent que c'est la seule solution. Hein. Moi, je suis en droit des affaires, donc c'est pas exactement les mêmes situations. Je pense qu'en droit de la famille, on s'aperçoit quand même qu'il faut apaiser les choses. Enfin, non, je pense que les gens n'ont pas forcément conscience non plus. Effectivement, derrière ce qui peut sembler agression, ça peut être en fait un besoin de protection et de sécurité. Sauf qu'ils ont l'impression qu'il faut qu'ils montrent les muscles et qu'ils sont le plus forts parce que sinon ils ne seront pas respectés. Et que... Alors ça, en tout cas, on comprend bien en t'écoutant l'alliance qui peut se créer entre un avocat et son client et l'importance d'être aligné sur les valeurs pour défendre le client au mieux. C'est sûr que si on a un client qui correspond pas, qui veut qu'on assigne alors qu'on sait que ce serait du gâchis, ce serait pas congruent. Mais alors, qu'est-ce que tu fais ensuite parce qu'il y a des choses que tu ne choisis pas, par contre, c'est l'autre partie et son avocat. Donc là, c'est là que les choses peut-être sont plus difficiles, puisque même si on choisit son client au départ, ensuite, on ne choisit pas les autres éléments de circonstances autour. Et peut-être qu'il y a des tiers aussi qui sont amenés à intervenir dans tes dossiers, je ne sais pas. Donc ça, comment tu réfléchis à ça par rapport à cette approche qui se veut encourager les solutions négociées? Alors, moi, mon point de départ, c'est d'être avocate. Vraiment, donc je garde officiellement ma posture, enfin non, ma compétence juridique d'avocate. Après, j'ai une posture qui est une posture vraiment de dire, moi, ça ne m'intéresse pas de vous faire gagner sur l'autre, parce que si vous gagnez sur l'autre, de toute manière, il va vouloir se venger ou en tout cas gagner quelque part, donc ça va être reparti, c'est pas bon pour vous, c'est pas bon pour lui, c'est bon sur personne. Donc moi, je veux vous aider à trouver une solution qui soit bonne pour vous deux, parce que c'est la seule manière de garantir que vous ayez durablement la paix. Et ce que je propose, c'est que je leur propose de faire un temps de présentation du droit applicable à leur situation, aussi déjà commencer à détricoter un peu la pelote pendant 1h30, et je leur dis qu'ils peuvent déjà convier leur ex, quand on est dans une situation de conflit, à ce rendez-vous-là directement. Voilà. Alors là, au niveau juridique, peut-être que c'est un peu limite parce que je devrais peut-être, moi, prendre contact, moi, directement à écrit avec l'autre personne et lui dire « Je vous informe que madame m'a contacté pour faire éventuellement une procédure contre vous et vous êtes libre de transmettre ce courrier à l'avocat de votre choix et de venir ou non. » Mais à ce stade, moi, c'est vrai que ce que je fais pour le moment, c'est juste dire « Moi, je vous invite là et si vous voulez venir aussi avec votre ex-mari, futur ex-mari, c'est aussi OK pour moi et il peut aussi venir avec un avocat s'il en a envie. » Je devrais peut-être pas le lire. Tant pis. Mais c'est une pratique qui peut évoluer aussi, hein, parce que c'est aussi un peu le principe de tester, observer, adapter. J'essaye et puis j'adapte au fur et à mesure, mais c'est vrai que c'est pas une pratique qu'on m'a transmise comme ça. Donc, et donc, moi j'ai le rendez-vous. Souvent, quand même, l'autre n'est pas encore présent à ce moment-là. Et par contre, j'enregistre tout par Zoom. Donc, même quand la personne est là et qu'on est dans mon bureau, j'ouvre Zoom en même temps, j'enregistre la réunion et on travaille ensemble. Et à la fin de la réunion, moi, je transmets à la personne l'enregistrement de la vidéo et de l'audio, le compte-rendu qui est sous forme de legal design pour que tout soit compréhensible, la carte mentale avec toutes les options du droit international pour que la personne puisse le transmettre aussi à l'autre personne directement. Et l'idée, c'est vraiment que l'autre personne sente qu'il n'a pas besoin de se sentir agressé par moi. Parce qu'il y a vraiment cette peur, l'avocat, c'est le pitbull, quoi. Il va vouloir me manger. Et puis, s'il est sympa avec moi, c'est juste de la manipulation pour pouvoir m'amadouer et mieux me croquer finalement. Donc, vraiment, les gens sentent, non, c'est pas ça. Et qui rentrent dans la démarche en cherchant, soit dans un premier temps seul, sans avocat, ce qui, à mon sens, est possible dans l'article 8.2 pour les avocats du RIN sur les contacts avec la partie adverse.
Et s'il y a l'avocat, dans ce cas, on fait des réunions à 4. Donc en fait, tu as une vraie phase d'objectivisation Ouais. qui est en réalité très, très neutre, je dirais, Ouais. puisque tu donnes les plus et les moins à la partie, et comme c'est enregistré dans la vidéo, c'est également vu par l'autre partie. Et j'explique aussi la part d'aléa qu'il y a, si on voit en droit français, sur une prestation compensatoire, que c'est fixé un peu, on ne sait pas ce que vont retenir les juges, que moi j'ai des modèles avec le tableur Excel où on rentre les chiffres, avec un programme de justice prédictive où pareil, on rentre les chiffres et on peut voir les résultats qui sortent, mais que dans tous les cas, on a une fourchette énorme et qu'on ne saura jamais quel sera le résultat transmis par le juge. Donc je donne cette information du plutôt pour vous il y a ça, plutôt pour l'autre il y a ça, et au final on a un aléa énorme. Si vous laissez quelqu'un d'autre décider pour vous, vous lancez les dés, vous regardez le résultat. Et alors, est-ce qu'il y a des gens qui ont un besoin justement de laisser quelqu'un d'autre, de laisser un juge décider pour eux, ou est-ce que globalement la plupart veulent s'emparer de cette opportunité de négocier eux-mêmes? Alors, je pense qu'il peut y avoir des deux. Moi, ce que je vois, les gens qui me contactent, eux, ils sont toujours plus loin dans la phase de deuil aussi de la séparation. Ils ont déjà décidé de se séparer, ils ont décidé qu'ils voulaient aller de l'avant, ils ont décidé qu'ils pensent que ce serait une bonne chose de le faire avec moi. La partie en face, elle reçoit à ce moment-là vraiment l'information de « Ok, ça y est, je lance les choses et on va voir un avocat ». Donc, eux, ils ont besoin de plus de temps. Et au début, généralement, ils ne sont pas encore prêts à décider sur tout. C'est sûr, mais ça ne veut pas dire qu'ils seront jamais prêts à décider sur quoi que ce soit. Là où, sur les questions financières, ça peut être vraiment, on met tous les éléments financiers sur la table. Si on n'arrive pas à se mettre d'accord, au pire, on laisse un juge trancher, mais en se disant qu'on laisse le juge trancher de manière objective, entre guillemets. On ne va pas aller savonner la planche de qui que ce soit, on donne les informations et on laisse trancher. Sachant que ce que moi je fais dans ce cas-là, c'est moi je ne suis pas avocate d'une seule des parties à la fin s'il n'y a pas d'accord. Je reste jusqu'à la fin s'il y a un accord. Et dans ce cas, je peux voir comment régulariser cet accord pour eux, avec un autre avocat. Et voilà. Mais s'ils ne sont pas d'accord, moi, je laisse le dossier. Donc, tu ne vas jamais en judiciaire après avoir fait cette étape-là, même quand c'est pour objectiver avec un juge. Alors, si les deux étaient d'accord avec ça, je pourrais imaginer le faire. Si les deux me disent, on est d'accord pour que vous déposiez une demande qui mentionne ça comme élément et qu'on laisse le juge trancher là-dessus, je ne me sentirais pas forcément interdite si les deux sont vraiment OK avec ça. Mais dans les faits, non, j'ai jamais eu. Là, on retrouverait la fonction du juge d'appui qui viendrait pour objectiver un point à la demande des parties, en réalité, quoi. Ouais. Donc là, ça ne poserait pas de difficulté. Moi, je n'ai pas eu la situation non plus, mais j'ai entendu, notamment lors de ma formation en Allemagne, la formatrice qui était aussi avocate, qui expliquait qu'elle avait eu le cas de parents qui n'arrivaient pas, ou plus exactement, la mère n'arrivait pas à dire que c'était OK pour elle que l'enfant reste aussi beaucoup chez le papa. Parce qu'en Allemagne, il y a vraiment aussi le rôle social de la femme qui est d'être la maman, et que quand il y a des enfants, elle s'en occupe à temps plein pendant minimum première année, souvent 3 premières années. Et puis après, c'est encore à mi-temps parce qu'il n'y a pas de pétrolium, il n'y a pas de garde l'après-midi, ni à l'école, ni plus tard. Et elle ne pouvait pas dire « je laisse mon enfant être principalement chez son père » parce que pour elle, ça lui renvoyait une image de mauvaise mère. Donc ça n'avait rien à voir avec le père en face et les capacités éducatives supposées de l'un ou de l'autre, ni le bien-être de l'enfant. C'était juste qu'elle-même ne pouvait pas assumer l'image de « je ne m'occupe pas de mon enfant ». Dans l'exemple que donnait ma formatrice, c'était ils ont saisi le juge en laissant le juge trancher, en sachant que le juge dirait que l'enfant était, je ne sais plus s'ils avaient convenu une résidence alternée ou quand même pas, mais la mère était prête par avance à accepter la décision du juge, mais elle ne pouvait pas assumer de la prendre elle-même. Et alors, donc tu nous expliques finalement à quoi te servent toutes les compétences du médiateur tout en conservant la posture d'avocat en réalité. Compétence de l'avocat, posture du médiateur.
Compétence de l'avocat, posture de médiateur, oui. Ouais. Oui. Compétence des deux et posture du médiateur et plus que de l'avocat. Mais est-ce que tu fais appel à des médiateurs, justement, dans un dossier, puisque tu nous as quand même dit que tu restais l'avocat de l'une des parties. Donc, est-ce que ça t'arrive de faire appel à un médiateur ou pas? Non, pour le moment, je n'ai pas fait. D'accord. Il y a pas Non, du temps où j'exerçais plus avant comme contentieux, là, je pouvais dire, allez voir un médiateur, puis vous revenez me voir après. Ça, je l'ai eu fait. Demander des désignations, soit judiciaires, soit déjà en conventionnel. Mais maintenant, les gens viennent me voir vraiment avec l'idée que moi, je vais les aider à se mettre d'accord. D'accord. Et c'est ça aussi vraiment ma mission, c'est de leur permettre de se mettre d'accord. D'accord. Et est-ce que parfois tu travailles avec des avocats qui sont eux aussi formés et travaillent en équipe, un peu dans l'idée du processus collaboratif, même si je rappelle que le processus collaboratif suppose des avocats qui sont tous praticiens de processus certifiés, mais est-ce que tu as eu déjà à connaître ce genre de configuration, à travailler avec un autre avocat qui lui aussi est formé pour construire en équipe une solution? Oui. Ouais. Oui. Est-ce que par exemple, divorce franco-allemand avec enfant, oui. Où là, il semblait aussi important que l'autre, l'adversaire, entre guillemets, l'autre époux, ait un avocat aussi juste pour lui, et que ce soit un avocat qui aide, qui facilite les échanges et pas qui risque de mettre de l'huile sur le feu en faisant grossir les peurs et les angoisses. Et donc assez rapidement, on a basculé sur ce mode d'échange à 4, sans effectivement poser de convention de droit collaboratif parce qu'on n'est pas formé officiellement ni l'une ni l'autre, mais en sachant qu'on va travailler dans l'objectif d'aider nos clients à trouver un accord et qu'il soit juridiquement aussi bon et sécurisé. Et alors, ce choix, excuse-moi Martin, ce choix de l'autre avocat, tu as pu aider à trouver cet autre avocat ou ils se sont débrouillés? Comment ça s'est passé? Moi, j'ai proposé des noms. Voilà, parce que Concrètement, j'ai proposé des noms. Après, la personne prend contact et voit si elle a un bon feeling et qu'elle a l'impression que la personne est la bonne pour elle, à la fois dans la compétence juridique et dans l'énergie, l'état d'esprit, la relation. Et oui, parce que le principal obstacle quand même, c'est qu'on est peu aujourd'hui à être formé. Donc, il y a peu de chances que naturellement un match se produise, quoi. Est-ce que ça t'est arrivé? Après, moi, j'ai quand même l'impression aussi qu'il y a certains avocats qui, en soi, sont sympas, mais qui mettent un peu, en même temps qu'ils mettent la robe, ils mettent le masque de l'avocat super agressif, quoi. Mais que... C'est une certitude, c'est tout ça renvoie tout simplement à l'image qu'on a de l'avocat, l'image... un avocat qui fait bien son travail, c'est quelqu'un qui est très combatif, qui va rien lâcher, etc. Et la confusion originelle entre la relation et le problème à traiter. Ah oui. À partir du moment où on est dur à la fois où on confond les deux, où on confond et qu'on se dit que c'est l'autre le problème, forcément, on a beau mettre beaucoup d'énergie et être quelqu'un de très sympathique par ailleurs, on va forcément porter atteinte à la relation. Pour moi, c'est une certitude. Après, moi, j'ai eu la situation un peu dans l'autre sens. Ah, ça y est, ça fonctionne. Je suis absolument désolée. Il n'y a pas de... Nadine, on t'entend. Et on te voit. On te voit, c'est un vrai bonheur. Alors, on a Tara qui nous dit, qu'est-ce qu'elle nous dit, Tara? Elle nous dit, c'est parfois ce qui correspond à l'attente du conseil, avoir un avocat agressif. Je pense à l'attente du client, peut-être. Du client envers son conseil, oui. Oui, peut-être qu'en effet, le client, alors je pense que c'est un faux débat, mais l'image de l'avocat, elle nous atteint, nous, avocats, et elle atteint aussi les clients. C'est-à-dire que le client s'autorise à demander ce qu'il croit être autorisé à demander. Donc, quand il va voir un avocat et qu'il a l'image que les avocats sont des gens agressifs, il ne va pas aller leur demander de pacifier la situation parce qu'il ne pense pas que nous soyons compétents pour ça, tout simplement. J'ai eu le cas comme ça d'une personne qui m'a appelé, du coup dans l'autre sens, qui m'a appelé parce que il venait d'avoir une décision de première instance qui maintenait la tutelle de son enfant majeur handicapé à lui. Il était allé sans avocat en première instance et la juge lui donne raison, tout en disant mais par contre ce serait bien de faire une médiation quand même parce que vous êtes les deux parents de votre enfant majeur handicapé.
ce serait vraiment bien que vous puissiez vous entendre pour elle, quoi. Et il me contacte et il me dit, bon, alors moi, je voulais pas d'avocat parce que je voulais pas mettre d'huile sur le feu. Donc, j'y suis allée seule. Mais je vous contacte parce que je cherche un médiateur et j'ai vu que vous êtes par ailleurs avocate. Mais avec votre site, j'ai eu l'impression que vous étiez, comment dire pour que ce soit pas trop flatteur, humaine. Humaine. Et là, je me suis dit, mais il y a des gens qui renoncent à avoir un conseil, une information juridique parce qu'ils ont peur qu'on empire les choses. Donc, je pense qu'il faut communiquer encore et encore. On peut être avocat et mettre de l'huile dans les rouages, pas sur le feu. Et donner une information juridique. Alors, en l'occurrence, il avait de toute manière eu gain de cause finalement en première instance. Mais l'avocat, ça ne veut pas dire qu'il est là pour tout empirer. C'est un soutien juridique. Et ça peut être un soutien relationnel aussi. Et alors, comment tu fais dans une situation où l'avocat en face va pas être formé et va pas partager les mêmes règles de jeu que toi? Ouais. Et du coup, alors, c'était ça que je voulais dire. Là, que j'identifie à ce stade. Oui, j'ai été contactée pour faire une médiation et j'ai pris contact avec l'avocate de la sœur et elle était plutôt réfractaire à la médiation. Mais c'est toujours la même chose, écouter et voir ce qui se cache derrière. Et là, c'était peur de faire perdre du temps, peur que ça augmente les coûts de manière injustifiée. Et donc, on lui explique, le temps, non, parce que le processus de médiation peut être mis en place en parallèle de la procédure. Vous pouvez tout à fait délivrer l'assignation, faire délivrer l'assignation et la date d'audience. De toute façon, c'est dans un bout de temps. Si vous avez un accord, vous utiliserez l'audience pour demander l'homologation de votre accord, ou vous modifierez vos demandes et voilà. Donc, vous ne perdez pas de temps à essayer ça. Donc, je pense vraiment, les avocats, certains sont agressifs un peu de base, mais en écoutant quelles peuvent être leurs craintes derrière, on peut les rassurer. Après, comme avocate, où j'ai eu un conseil qui n'est pas du tout dans le même sens, je suis en train de réfléchir, mais j'ai l'impression que j'ai plus trop quand même. Que globalement, les avocats, maintenant que j'ai en face, ils sont plutôt sympas. Après, je pense que aussi, quand nous, on tombe les masques et qu'on les aborde pas en montrant les bras directement, et les bras et les dents, et qu'on est sympa, décontracté, et qu'on explique qu'on pense que c'est dans l'intérêt de nos clients de trouver la meilleure solution pour les deux, et que ils entrent aussi assez rapidement dans cette dynamique-là. Mais je réfléchis. Selon le principe qu'on induit ce que l'on reçoit. Oui, c'est un peu la particularité de toutes ces méthodes, c'est que finalement, comme on n'a rien à cacher, ce n'est pas des stratégies cachées, c'est au contraire des stratégies transparentes. On amène normalement l'autre sur notre terrain de jeu. Bon, il y a quand même des cas où c'est plus difficile. Il y a des gens, il y en a qui sont irrémédiablement peut-être compromis, mais c'est vrai qu'en principe, on peut amener l'autre sur son terrain. Après, moi, je suis en train de repenser du coup à mes anciens dossiers où c'était peut-être plus comme ça, mais encore que c'était la partie adverse qui était plutôt difficile, mais l'avocate en face était plutôt facilitante. Mais là, dans ce cas, moi, la ligne de conduite, c'était dans tous les cas de dire, mais avoir une parole impeccable, et une parole orale et écrite. Dans les conclusions, je ne dis rien de blessant. Et je me concentre sur les éléments objectifs et j'explique les bonnes intentions qu'il y a derrière. Et que c'est pas une demande qui est faite vraiment contre l'autre, mais pour quelque chose de bien pour soi, et pourquoi on perçoit que ça pourrait être la bonne chose à faire pour soi-même. Donc c'était... C'est quelque chose de très intéressant, le travail des écritures. L'écrit est quand même déjà source de difficultés, de mauvaises interprétations, et pourtant, c'est celui qui est encouragé à la fois du point de vue déontologique. On ne peut pas, en principe, décrocher son téléphone et appeler l'adversaire comme ça. Donc, on est obligé d'écrire. Enfin, dans les premiers contacts, en tout cas. C'est pas... Voilà. Déontologiquement, on est censé passer par l'écrit en premier. Et l'écrit, pourtant, peut cristalliser des positions et cristalliser des malentendus. Et donc, tu nous parles d'un travail spécifique sur l'écrit. Est-ce que ça, alors, à quelles compétences, si tu les as identifiées, ça fait appel? Est-ce que tu t'es formé à la communication assertive, communication non violente? Alors, à la communication non violente, mais pas comme méthode de communication, j'aime pas trop ça, plutôt comme une philosophie vraiment. Pour moi, la communication non violente, c'est l'idée de se dire, de regarder en moi quel est le besoin qui est touché
et ce que je peux moi-même en premier faire pour y répondre, et après voir comment je peux éventuellement demander quelque chose à l'autre. Mais expliquer que ça passe par moi, et c'est moi le centre, et c'est pas une méthode pour réussir à obtenir de l'autre de faire ce que je veux, quoi. Voilà. Donc, mais communication non violente, oui. Et puis, encore une fois, moi, je mets du legal design, vraiment, même dans mes écrits aux confrères, je mets des cartes dedans pour que, aussi, dans les écrits qu'ils puissent transmettre à son client pour faire avancer les choses, que le client n'ait pas peur en voyant les choses, qu'il ne se sente pas immédiatement en vulnérabilité, mais qu'il puisse comprendre et s'approprier les éléments. Et même dans mes conclusions, alors il y a de la couleur, il y a des dessins, il y a un résumé de ce que je demande en legal design, avec vraiment l'idée, travaillons ensemble pour réussir à trouver une solution qui aille. Mais legal design, je me suis formée un peu sur le... Tu as fait part sur LinkedIn de félicitations d'un magistrat. Est-ce qu'ils se comportent tous de la même manière vis-à-vis de tes conclusions rédigées en legal design? Alors, j'en ai déposé qu'une parce que les autres, du coup, il n'y a plus besoin de conclusion. Mais celle que j'ai déposée, en tout cas, j'y suis allée exprès. Évidemment, on n'a plus besoin. Normalement, c'est pas RPA, c'est bon, mais je me suis déplacée à l'audience exprès pour pouvoir voir la réaction de la magistrate. Et je lui ai demandé si elle avait vu la page 5. Et elle n'avait pas vu encore, mais sa greffière a dit oui, regardez, c'est là. Et elle a regardé, ah, c'est bien, hein. C'est pas habituel. Non, je crois pas. Mais ça a beaucoup plu, bien sûr. En fait, le besoin des magistrats sur les nouvelles formes d'écriture, c'est à la fois d'avoir un esprit très synthétique pour aller vite et au besoin d'aller chercher l'information quand ils ont un doute et donc de comprendre un petit peu plus loin que la simple position. Oui. Et ça, c'est encore difficile à faire ancrer dans la position des avocats. Tout de suite, on a des barrières qui se lèvent, alors qu'en fait, c'est être clair. Et c'est faire gagner du temps à tout le monde. Clarté, concision. Clarté, concision. Et là, en l'occurrence, pour ces conclusions, finalement, au bout de quelques années, on était arrivé à des conclusions communes. Donc, bon, les quelques, je crois, 5 pages sur pourquoi tel montant de prestations compensatoires, on enlève. Et il y avait le résultat global, tout était dessus. C'est vrai que là, tu pouvais jouer, puisque ton cas était totalement fini et ficelé par un accord global, justement. Oui, après, quand on n'était pas encore au stade de l'accord global et qu'on était, je crois, conclusion numéro 3, j'avais ma proposition quand même en legal design. Pour qu'il y ait cette clarté et concision à la fois et qu'on comprenne un peu tous les éléments. Je prends les observations plutôt de Tara qui nous dit « Il existe aussi malheureusement des avocats qui pratiquent des stratégies des plus malicieuses sous la bannière du droit collaboratif ou j'imagine de la médiation ou toute chose. Mettre à genoux l'adversaire pour lui faire accepter des accords injustes, voire infâmes. » Ben oui, il y a toujours, de toute façon, il y a toujours des brebis galeuses. Et puis par ailleurs, et ça fait peut-être apparaître le besoin d'appartenir à des groupes d'analyse de la pratique, de suivre une supervision et de ne pas développer des pratiques dans son coin, parce que malheureusement, si on développe des pratiques dans son coin tel un gourou, c'est sûr qu'on peut aboutir à des choses un petit peu comme ça. Tara nous dit... Moi, après, ma pratique, je la développe un peu dans mon coin avec le legal design ou quoi, mais je pense que là, c'est surtout les apparences, de se donner une apparence de bienveillance et de recherche d'un accord qui soit mutuellement acceptable et que ce n'est pas du tout vraiment l'objet. Parce que l'objet, c'est de servir au mieux le client et que pour servir au mieux le client, c'est de faire semblant d'aller vers l'autre. Oui, mais faire semblant, ça veut dire ne jamais en avoir discuté avec quelqu'un d'autre, ne jamais avoir eu un point de vue extérieur aussi sur cette posture qui est progressivement adoptée, je pense. Mais on éviterait de dire des choses blessantes si les conclusions prenaient la forme de formulaires à remplir comme en Grande-Bretagne. On y gagnerait énormément en temps à éviter une prose inutile et blessante. Alors, je crois que j'ai vu ça dans un film récemment, justement, un formulaire rempli pour un divorce. Oui, mais il y a ça en Belgique aussi. Où il y a aussi des formulaires qui évitent vraiment les digressions qui blessent pour rien, quoi. Et Tara nous dit enfin, il y a tant à faire en matière d'amélioration de la présentation des conclusions, comme tout simplement de mettre les pièces comme lien d'attachement à cliquer, des tableaux, etc. etc.
Oui, c'est sûr que les conclusions pour les gens qui sont formés à la négociation, quand même, c'est souvent une souffrance plus qu'autre chose, parce que honnêtement, on a vraiment l'impression de perdre notre temps quand même. Hein. C'est lourd, c'est tellement lourd. Je pense qu'on ne se rend pas forcément compte de l'extérieur, mais si on a 50 pièces justificatives à la numéroter au bon endroit, bien renvoyer, d'avoir le bon document, bien tamponné, et non, en fait, on rajoute encore un élément qui nous est venu en tête ou une jurisprudence qu'on a retrouvée, il faut qu'on rechange. C'est un temps. Ouais, voilà. Sans parler des pièces qu'on peut communiquer de part et d'autre. Parfois, c'est la même pièce parce qu'on dit on ne sait jamais si au dernier moment, il y en a un qui retire sa pièce, il faut que je l'ai communiqué aussi, etc. Enfin bon, c'est quand même, c'est vraiment du temps de perdu. Hein. On est bien mieux de se mettre ensemble autour d'une table, de mettre la pièce sur la table et de dire mais on en fait quoi. En tout cas, merci d'avoir partagé tous ces retours d'expérience, parce que ça nous permet de voir comment progressivement tu as réussi à surmonter les obstacles réels ou subjectifs qu'on peut se mettre aussi en tant qu'avocat, à la fois par rapport à notre propre client, par rapport à l'autre partie, par rapport aux confrères qu'on peut avoir en face notamment, et par rapport aux magistrats aussi. Est-ce que à ce stade, tu identifies encore des obstacles? Pourquoi, à ton sens, les solutions négociées ne sont pas devenues le principe? Pourquoi le changement de paradigme n'a pas encore eu lieu en France? Je pense qu'il y a plusieurs choses. Je pense qu'il reste quand même vraiment cette image de l'avocat, ça doit être le pitbull. Que c'est ça qui est valorisé. C'est je monte mes muscles et si tu te soumets pas, je vais te montrer que c'est moi qui ai le pouvoir et que tu as vraiment intérêt à te soumettre rapidement, sinon je vais te détruire. Il y a ça. Et il y a l'autre chose qui est vraiment cette idée que l'avocat, ça doit être le sachant, ça doit être lui qui décide, et cette verticalité et cette stature un peu supérieure au client. Mais qui est une question dans la hiérarchie française. Tout est central, quoi. C'est décidé à Paris et ça s'applique partout. Un adulte décide, l'enfant doit immédiatement exécuter. On n'est pas trop dans la discussion, la collaboration, la co-création, l'intelligence collective. La discussion horizontale, on n'est pas formé à ça, quoi. Donc je pense que pour que ce soit le cas, il faut former dès la maternelle à comprendre ce qui se cache derrière une émotion, à comprendre qu'on a tous la capacité à régler, satisfaire nos propres besoins, qu'on peut le faire d'une manière qui ne blesse pas l'autre non plus, en faisant attention non seulement à ses besoins, mais aussi aux besoins de l'autre, et qu'on apprenne ça depuis le début. Et pareil, au niveau éducation des enfants, que ce ne soit pas juste de la discipline, j'ordonne, tu exécutes, mais qu'on soit prêt aussi à prendre un peu conscience de ce qui se passe pour les enfants en face, qu'on accepte qu'ils nous disent non, là je ne veux pas, qu'on voit ce qui bloque et qu'on voit avec eux comment trouver des solutions, pour que nos enfants déjà soient ouverts sur ce mode de pensée. Est-ce que d'après de ton expérience, les choses sont à peu près au même niveau en Allemagne ou pas du tout? Non, en Allemagne, ils ne sont pas dans cette culture verticale dominante. C'est un État fédéral, c'est vraiment beaucoup plus dans la collaboration. Moi, donc mon mari est allemand, de nous dire qu'on vous voit les beaux-parents toute notre vie, pour lui, c'est fou, quoi. Ses parents, ils sont présentés tout de suite avec les Spitznamen, donc les surnoms en plus, et en disant tu. On n'a pas, enfin, en Allemagne, il n'y a pas cette hiérarchie folle. En France, il y a cette hiérarchie, et en plus, il y a l'individualisme. Donc, si on n'est pas content, on ne va pas le dire parce qu'on n'a pas le droit de contester. En revanche, on va râler. Et puis après, on va faire grève et on va éventuellement chercher à couper les têtes. Mais en Allemagne, non, ils discutent entre eux, quoi. Et on a moins besoin, du coup, d'être austère et collet serré et c'est moi qui décide, c'est moi qui sais. Donc, plus facilement, il y a une collaboration. Après, la déontologie entre avocats, c'est pas ça. Mais ouais. Je préfère notre confraternité française à la confraternité allemande, quand même. D'accord. Ok. Mais dans la société, un peu, Alice. Tu nous teases un peu, on est curieux là. Mais déjà, en Allemagne, ils ont tous des dates fixes pour les audiences de plaidoirie. Et c'est vraiment la date et l'heure. Ce sera leur plaidoirie, leur audience. Donc, ils se croisent beaucoup moins. Donc, ils n'ont pas de temps à tuer en papotant et en parlant du beau temps et des choses comme ça. La confidentialité n'existe pas par principe. Au contraire, c'est une obligation d'information sur tous les éléments qui peuvent avoir une pertinence pour le client. Donc, on ne dit pas la même chose non plus parce qu'il n'y a pas cette liberté-là ou cette protection-là. Moi,
voient beaucoup plus ça comme une concurrence en Allemagne que comme nous, on peut avoir quand même en France, où on se dit, bon, on se serre les coudes, ouais. Même si on se serre les coudes un peu les uns contre les autres, quoi, en se disant, il faut qu'on se serre les coudes parce qu'il y a les mauvais confrères qui nous en font baver. Merci pour les exemples. Finalement, ces audiences où on est tous on est 60 à être communiqués à la même heure, c'est l'occasion de discuter de la pluie et du beau temps avec les confrères et Ou des dossiers aussi. confraternité, c'est ça? Ah vraiment. Moi, c'est vrai, hein, là, je fais presque plus du coup de judiciaire. Donc, j'ai presque plus de temps passé au tribunal à arpenter les couloirs et à discuter au gré des personnes qui venaient chercher leur café. Moi, ça me manque un peu. Hein. Moi, j'aimais bien toutes ces discussions-là, où on parlait effectivement de la pluie et du beau temps, mais on parlait aussi de ce qui se passait avec tel magistrat ou de ce qu'on avait dans tel dossier et de quelle expérience qu'on avait pu faire ci et là et dont on apprenait aussi. Non, moi j'ai toujours trouvé que les confrères étaient très abordables en réalité et que, en effet, ce genre de moment permet d'échanger avec eux. Est-ce que donc là, tu es passé à 100% finalement de négociation dans ton activité? Est-ce que ça pose des questions d'organisation particulière? Est-ce que tout est plus simple? Bah oui, puisque tu maîtrises ton agenda. Alors justement, l'agenda, les parties, alors quand elles veulent divorcer, j'imagine qu'elles sont, si les deux veulent divorcer, elles sont assez favorables à fixer facilement des rendez-vous. En droit des affaires, moi, je vois une situation un petit peu différente où il y en a toujours un qui sait plus ou moins qu'il a tort et qui n'a pas vraiment envie de venir au rendez-vous de négociation. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu rencontres et que tu as su adresser d'une manière ou d'une autre, ou est-ce que ça ne se rencontre pas en matière de divorce? Oui, ça se voit quand même aussi parce que, comme je te le disais, la personne qui vient me contacter, elle a fait déjà un cheminement plus long que l'autre dans le processus de deuil et d'envisager un avenir. Donc évidemment qu'il y a quand même un peu de résistance sur faire avancer les choses. D'où le fait de publier beaucoup de choses aussi sur mon site internet, de faire beaucoup de vidéos où j'explique comment ça se passe pour que les gens puissent accéder à ça au moment qui leur convienne dans leur canapé, quand ils sont en sécurité et qu'ils sont réceptifs. Donc ça lève aussi un peu la crainte de l'autre. Après, ils ont accès à mon calendrier en ligne. Je leur dis de voir pour prendre les rendez-vous. Et puis, voilà, je ne vais pas leur courir après pendant très longtemps. S'ils ne veulent pas, ils ne veulent pas. Et puis, tant pis, ils feront sans moi. Et puis, un jour ou un autre, ils auront une convocation à aller devant le tribunal. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de dossiers, en effet, beaucoup de négociations qui peuvent échouer dès le début. C'est-à-dire, pour moi, le premier stade, c'est fixer un rendez-vous. Et qui peuvent en effet échouer parce qu'il y a des difficultés à se mettre d'accord sur. Mais je ne sais pas si c'est un échec définitif, c'est juste que ce n'est pas le bon moment. Oui. Non, mais peut-être que là, ce n'est pas le bon moment parce qu'ils ne sont pas encore prêts, mais que plus tard, ils pourraient l'être. Alors justement… Alice, attends Martin, je ne sais pas si la question t'a déjà été posée, mais qu'est-ce que tu peux nous dire de la rentabilité de ton cabinet d'avocat aujourd'hui que tu ne fais plus du tout de contentieux et que tu ne fais que de la négociation et du dit amiable? Parce que c'est une question récurrente chez les confrères. C'est une question récurrente. C'est beaucoup plus simple de facturer des réunions où les gens sont là, ils nous voient, ils voient le travail qu'on fait avec eux, comment on les aide à évoluer, l'information juridique qu'on apporte aussi à ce moment-là, que le temps pour faire des conclusions où les gens ne comprennent pas pourquoi ça a pris 10 heures alors que c'est notre domaine de compétence, qu'on est des spécialistes du sujet et qu'on sait très bien faire. Ben oui, mais même. Et même si on ne tape pas comme ça et qu'on maîtrise bien les outils informatiques, c'est quand même non. Donc rentabilité bien supérieure en faisant de l'amiable. Et on ne perd pas un temps fou en audience, parce que certes, c'est un temps agréable, mais quand même, c'est un temps pendant lequel on ne produit rien. On n'a pas besoin de ça. Et on en parle en direct sur la pièce. On va peut-être passer 1 heure à parler de la pièce, mais versus 5-6 heures pour le contentieux. Alors, moi, en tout cas, je passe beaucoup moins d'heures par dossier, mais je facture toutes les heures que je passe par dossier. Et les gens payent parce que les gens se sentent… C'est pas le cas en contentieux. On voit très bien qu'on réduit tous nos honoraires. On dit, mon Dieu, j'ai passé 35 heures, je ne peux pas facturer 35 heures, blablabla. Ce que ne se rendent pas compte quand même les gens, parce que pour eux, ça reste énormément d'argent, évidemment.
Et surtout qu'ils ne voient pas le résultat, parce qu'on a conclu, puis on a reconclu, puis on a reconclu, puis reconclu, et finalement, le juge ne donne pas raison. Tu évoquais il y a quelques instants l'idée du timing et du fait que parfois, ce n'est pas le bon moment et que la négociation pourra être mise en place plus tard. Justement, qu'est-ce que tu penses, alors je ne sais pas comment ça se passe au barreau de Strasbourg, mais qu'est-ce que tu penses de l'ARA, l'audience de règlement amiable qui est entrée en vigueur au 1er janvier dernier? Est-ce que tu penses que c'est une véritable opportunité pour les avocats en droit de la famille? Et même chose pour la césure, est-ce que tu as un point de vue là-dessus? Donc césure, c'est la possibilité de demander au juge de rendre un jugement partiel pour pouvoir objectiver un point de droit particulier. Dans ton cas, ça pourrait être une question d'extranéité ou une question... Ou prononcer le divorce et pas encore régler tous les effets sur le montant de prestation compensatoire, par exemple. Est-ce que ça, c'est des choses, des mécanismes dans lesquels tu crois? Finalement, ça fait entrer la négociation dans le judiciaire. Il y a une interpénétration des deux qui est assez forte aujourd'hui en France. Oui, moi j'y crois. Après, il faut voir comment ce sera mis en place, toujours pareil, et voir pour adapter, parce qu'il risque de poser un peu de difficulté. Mais j'y crois, un règlement amiable, de ce que je comprends, c'est quand même vraiment, en gros, faire de la médiation, sauf que c'est par un magistrat. Bien sûr, utile, l'oralité, je pense que les gens ne se rendent pas compte non plus qu'en divorce, on ne va pas vous laisser raconter votre histoire, en fait. Même en audience sur mesure provisoire, l'ancienne audience de conciliation, on ne va pas vous laisser raconter vos blessures et vos douleurs et vos espoirs et vos déceptions. Ce ne sera pas le sujet. Donc, alors qu'ils attendent que ça, les gens. Et après, ce sera procédure écrite. Ce sera que votre avocat qui pourra exprimer des choses, que par écrit. Il répondra point sur point parce que ce qui ne sera pas écrit, ne pourra pas être évoqué ensuite. Donc oui, avoir enfin une audience où il y a un vrai temps donné à l'oralité, avec quelqu'un qui sait écouter, oui. Après, il faut qu'il puisse y avoir suffisamment de magistrats qui puissent tenir ces audiences. Ça, j'ai cru comprendre que c'était encore un peu compliqué quand même de voir qui pouvait les tenir. Mais oui, je pense que c'est bien. Ils soient formés déjà quand même. Hein. Il faut c'est pour ça, il faut qu'ils soient formés vraiment parce que c'est... Ouais. Et pour la césure, je pense que régler déjà une partie du problème et puis voir en laissant un certain temps justement pour régler une autre partie des choses, oui, très bien. Et que s'il peut y avoir même des décisions provisoires en disant là, on essaye, on se refait un rendez-vous dans 6 mois, on voit comment ça a été mis en application, oui. Parce que sinon, on a aussi ça, on a une décision qui est rendue, mais en matière familiale, par exemple. Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que c'est tenable? Est-ce que c'est réaliste? Dans les situations internationales, est-ce que les parties sont toujours présentes aux audiences ou comment ça se passe? Je suis désolée, je ne connais pas du tout le domaine. Mais ce n'est pas une procédure spécifique. Hein. Donc, après, pour un divorce international, il faut vérifier pour chacun des points à régler quel sera le juge compétent et quel sera le droit applicable. Bien sûr. Donc, on peut avoir une procédure saucissonnée avec certains juges qui appliquent le droit français sur le principe du divorce, le droit allemand sur ce qui se passe avec les enfants, voilà, sur plein de choses, mais c'est les règles de procédure après de chaque pays. Donc, si on est en France, les époux peuvent venir pour l'audience d'orientation de mesure provisoire, s'il y en a une, et généralement, ils ne viendront pas sur l'audience de plaidoirie. Très peu de je reformule ma question, en fait. Est-ce que dans les situations internationales, les parties sont moins présentes aux audiences que dans les situations plus locales, si les deux personnes... C'est un coût beaucoup plus important si elles viennent de l'étranger. Après, ça, c'est... Comme dit, moi, j'ai plus trop de contentieux là-dessus, donc je ne sais pas. Moi, ce que je peux dire, c'est que pour mes situations, je fais beaucoup par visio et ça marche bien. Donc, ouais, mais ça marche vraiment bien, y compris les outils créatifs et tout. Enfin, je peux partager derrière mon paperboard et mettre des choses sur paperboard ou partager mon écran et mettre des choses sur l'écran. Donc, ils n'ont plus besoin forcément de venir. Après, ça m'arrive qu'il y ait des gens qui viennent quand même parce que sur place, on a des choses encore un niveau au-dessus. On pourra parler des outils créatifs dans un instant, mais j'avais une dernière question sur toutes les mouvances qu'on semble percevoir. Moi, je ne pratique pas du tout le droit de la famille, mais j'ai cru sentir un certain lobbying de l'arbitrage en matière de droit de la famille. Est-ce que c'est quelque chose dont tu n'as pas du tout été... Alors moi, je ne l'ai pas perçu à Strasbourg, mais peut-être que... Okay, peut-être qu'à Paris, où il y a d'autres intérêts.
l'arbitrage étant très présent dans d'autres situations internationales, c'était peut-être plus fort. Donc, il n'y a pas eu du tout de dossier. Moi, comme dit, je n'ai pas du tout ressenti à Strasbourg. Mais après, peut-être que les couples internationaux ici, c'est plus des couples internationaux de particuliers qui sont par ailleurs salariés ou peut-être dirigeants, mais de petites boîtes, et c'est pas. Ouais, c'est peut-être pas non plus exactement les mêmes gens, les mêmes profils qu'à Paris, où là, il y aurait l'arbitrage. D'accord. Mais enfin, l'arbitrage, je vois pas trop l'intérêt, quoi. À part le fait que ce soit pas public, c'est toujours un aléa, on laisse toujours quelqu'un d'autre trancher. Et on va toujours chercher à le convaincre. Et donc, pour le convaincre, on va toujours dire des choses qui vont aller crescendo et qui va étendre un gouffre entre les deux personnes. C'est juste le principe de qui décide. Quelqu'un d'autre, ben... On a Tara, mais qui nous parle, qui nous fait une observation sur ce qu'on disait précédemment, je pense. Moi, j'ai un cas initié par une partie sur la base de Bruxelles 2 en France, alors qu'il n'a jamais lui-même assisté à une seule audience. Aucune des parties ne réside en France. Ah oui, donc là, c'est des situations quand même particulièrement... Mais c'est possible. Nationalité pour la nationalité commune ou nationalité même de l'un, on peut aller sur un pays dans lequel... enfin, sur le juge d'un pays dans lequel on n'habite pas. Tu nous parlais aussi des outils créatifs que tu utilises en négociation. Alors, nous, on adore ça, hein, tous les trois, et on aime particulièrement les outils qui ne sont pas des gadgets. Quels sont pour toi les outils qui te semblent essentiels aux négociateurs? Ouais, alors moi je suis pas formée à la négociation raisonnée, je suis formée à la médiation du coup en aval, mais parmi mes cartes préférées, il y a des cartes girafes. Je les ai pas sur la main, je vais les chercher. Et le legal design, pour moi, c'est un outil à part entière. Après, ça c'est pareil, tu vois, c'est des outils, personne m'a dit tu peux les utiliser en médiation comme ça. Je les ai connus par ailleurs, je me suis dit, oh, ça peut être intéressant, tu vois. Ces cartes, où les gens peuvent choisir, il y en a 60, alors ça prend un peu de temps, mais voilà, où ils peuvent choisir, voir ce que, d'après eux, leur solution permettrait de faire vivre. D'après vous, en quoi votre solution permettrait de faire vivre ça? Est-ce que tu peux nous lire ce qui est écrit dessus parce que ton image est inversée? Ah oui, pardon. Alors ça, là, c'est... Je vois la paix, par exemple, ils recherchent la paix avec le symbole. D'accord, donc là, c'est... Par exemple, pour les enfants, quand il y a des enfants, leur permettre de grandir à la fois dans un cadre sécurisé, mais de leur permettre de grandir quand même. D'accord. Là, j'imagine, c'est des cartes communication non violente, vu que je vois une girafe. Ouais. D'accord. C'est l'énergie des besoins. Et c'est Laetitia Marr qui les fait, de apprenti-giraffe.com. D'accord. Sécurité, ça vient vraiment souvent. Et c'est à la fois au sens physique, psychologique et aussi le sens de l'abri aussi, où je sais que là, je suis en sécurité. Équivalence. Tu les utilises en visio ou uniquement en présentiel? Non, les deux. D'accord. Les deux. Après, les clients qui viennent chez moi avec des programmes, je leur offre ces cartes. Donc, ils les ont chez eux. Et même en visio, du coup, je leur demande de sortir leur paquet de cartes et de les prendre. D'accord, ah oui, super intéressant. Donc, quand ils deviennent clients, ils reçoivent un paquet de cartes et comme ça, ils peuvent. C'est super. Ouais, c'est très bien. Ça, c'est drôle parce que j'utilise aussi en famille à la maison. Et ça, ma fille aime bien l'apprendre, mais pour elle, c'est faire de la balançoire. Après, ce qui compte, c'est ce que les gens voient. À la limite, on s'en fiche que ça corresponde aux mots et aux concepts que nous, on projette. Si eux, ça leur parle et que c'est bon aussi, quoi. Elle sent que l'équilibre est difficile sur la balançoire. Ouais. J'ai des petites cartes comme ça que j'ai faites, tu vois, pour la dernière médiation. Donc, injustice, perdu, abandon. Donc là, qu'ils puissent sentir comment eux se sont sentis. Donc aussi dans l'idée de la communication non violente. Mais souvent, communication non violente, on ne doit pas dire « je me suis sentie comme ça parce que c'est une accusation larvée ». Donc non. Et moi, je pars d'un autre postulat qui est « ça, c'est une blessure fondamentale qu'on a en soi ». Et le fait de pouvoir l'exprimer, c'est important. Et que l'autre entende, quand j'ai fait ça, il s'est senti comme ça. Oui, ok, maintenant, je peux comprendre. Voilà, je fais un peu des trucs à ma sauce, quoi. Comme je sens l'imitation. Ça, j'ai fait avec Canva et puis j'ai plastifié, j'ai imprimé. Pardon, imprimé, plastifié. Tout à l'heure, tu as parlé de tester, observer, adapter. Ouais. En fait, ça fait vraiment écho à ce que tu dis. Tu as dû tester en te posant la question est-ce que ça va être bien reçu ou pas avec les clients les premières fois.
Tu as peut-être réadapté après avec les premiers retours des clients. Et aujourd'hui, tu te sens à l'aise sur les outils que tu utilises dans Ouais. ta posture. Je suis peut-être un peu, je sais pas, folle, mais j'ai jamais eu trop peur en fait. Alors moi, la première fois que j'ai donné des cartes à un client, je me suis dit, mon Dieu, il va me prendre pour un fou. Et puis ça s'est très bien passé. Ouais, moi, j'ai jamais eu cette peur-là. En revanche, j'ai fait des comédiations où c'était pas moi qui avais à la base la médiation. Et la personne en face m'a dit, bon, par contre, Alice, on a des gens sérieux en face, donc tes cartes, voilà. Donc les propres limites, c'est nous qui nous les imposons en Mais fait. oui. J'aime bien cet outil. Je sais pas si c'est vraiment un outil ou pas, mais où je demande aux gens de me dire ce qu'ils voient là-dessus. Qu'est-ce que vous avez vu? Première vue, on voit des ballons de couleurs différentes. Un peu plus précisément, peut-être? Ils sont tous gris. Ok. Nadine, Oui, je les ai pas vus tous gris du tout, donc ça m'étonne. J'ai vu Qu'est-ce que plusieurs t'as vu? couleurs et des lignes rouges. Martin? Alors, moi j'ai tout vu gris, mais je suis daltonien. Donc... et ça, d'ailleurs, c'est important aussi d'en tenir compte parce que utiliser des couleurs, c'est bien, mais parfois, pour les gens qui ne voient pas les couleurs, ça peut être source de confusion. Je ne sais pas, j'ai vu des ballons, moi. Voilà. Ok. Je reviens sur ce que tu veux. Enfin, non, je vais revenir dessus, sur tenir compte des gens qu'on a en face de soi, notamment pour les outils visuels. Alors, je rapproche peut-être un peu. Le cerveau compense les couleurs. Parce que les lignes ne sont pas toutes sur tous les ballons. Voilà, en fait, il y a des boules, elles ont toutes exactement la même couleur et la même taille. Elles sont toutes un peu beige. Ce qui change, c'est la couleur des lignes qui passent dessus, soit rouge, soit vert, soit bleu. Et selon la ligne qui passe, on va plutôt percevoir généralement les boules plutôt un peu jaune, un peu violette, un peu orange. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que déjà vous trois, vous avez perçu les choses différemment, alors que vous êtes dans cette position de vouloir bien faire et d'apporter la bonne réponse. Et pourtant, vous ne dites pas la même chose. Et c'est pas parce que vous voulez embêter les autres que vous faites exprès, et de toute façon, vous dites ça juste pour l'embêter parce que j'ai dit ça, donc vous allez dire autre chose. Mais vous le voyez autrement. Et en plus, maintenant que vous voyez les choses, vous savez que c'est la même couleur, mais sauf qu'on perçoit les boules quand même différemment selon l'impression qu'on a par ailleurs. Et ça, on a tous des impressions, on a tous une ligne qui traverse notre cerveau. Et cette ligne, c'est notre expérience passée, c'est ce qu'on a entendu de la boulangère, de Mamie Janine, et de cousin machin, et des infos, et des légendes urbaines qui circulent et qu'on a vues sur Internet. Et tout ça, ça laisse une impression dans notre tête qui fait qu'on va percevoir les choses d'une certaine manière sous un certain angle. Et ça, pour moi, c'est très utile aussi au niveau des cultures, de se dire, mais c'est pas... Enfin, il n'y a pas que cette manière-là de voir les choses, il peut y en avoir d'autres. Et ce qui est intéressant, c'est que les gens puissent expliquer quelle est la ligne qui passe chez eux et qui va faire qu'ils perçoivent les choses de cette manière-là. Et Martin, pour revenir sur ce que tu dis, de tenir compte des capacités ou perceptions des gens en face de soi, c'est super important, notamment pour les situations internationales. Mais du coup, l'oralité, c'est super complexe parce qu'on n'a pas forcément tous la même langue de base. Et même si on a la même langue, derrière un mot, il peut y avoir plein de significations différentes qu'on ne perçoit pas forcément si on reste à utiliser ce mot sans détricoter ce qu'il y a derrière. Un autre outil que j'aime bien, c'est faire dessiner les gens, par exemple. Dessiner le conflit, d'une part, donc tout ce que vous voulez laisser derrière vous, et dessiner à quoi ressemblerait votre vie idéale avec ce conflit qui est réglé au mieux. Vous ne savez pas comment c'est réglé, mais juste vous êtes maintenant dans votre vie idéale, à quoi ça ressemble. Et ça, c'est super profond. Et ça, c'est assez fou parce que ça paraît simple. Alors là-dessus, généralement, les gens me disent « mais je ne sais pas dessiner ». Il faut juste les rassurer en disant « c'est pas important, ce qui compte, c'est juste que vous mettiez sur cette feuille tout ce qui est important pour vous, peu importe sous quelle forme. De toute façon, vous pourrez l'expliquer, donc même si c'est pas très clair, pas de problème. Et si vous préférez mettre des mots, vous mettez des mots. Mais pour que les gens puissent, eux aussi, utiliser des outils qui leur paraissent le plus simple et le plus accessible. Et ça, c'est profond, ça fait redescendre vraiment de dessiner. Les gens découvrent leur dessin eux-mêmes. C'est amusant ce que tu dis là, Alice, parce que moi, je suis formée à la psychothérapie, art-thérapie. Okay. Et effectivement, j'utilise évidemment beaucoup cette méthode dans mes accompagnements art thérapeutiques, mais je ne les ai jamais employés comme avocat. Ben moi, je l'utilise souvent. J'y ai pas pensé, carrément.
Et ce qui est fou, c'est que les gens sont super à l'écoute parce que ils entendent que la personne parle d'elle-même profondément et elles sont à la fois curieuses de comprendre le dessin et pas dans le jugement du tout. Elles sont vraiment à ce moment-là dans la connexion empathique. Alors que sinon, si juste les gens parlent, ben là, c'est la tête qui pense et puis on est déjà en train de terminer sa phrase parce qu'on connaît par cœur son langage, on l'a déjà entendu 50 fois, il raconte toujours les mêmes conneries, mais c'est n'importe quoi. Le dessin, on n'est pas là-dedans. Ouais. Ouais, c'est très intéressant. C'est très intéressant aussi parce que finalement, tu as développé, si je comprends bien, ces outils parce qu'il y avait une difficulté de choisir la langue commune ou pas de langue commune. Donc, tu as cherché une alternative, alors qu'en réalité, cet outil pourrait servir, y compris lorsque les personnes partagent le même langage. Ah oui, je dis aussi De toute façon, les différences comme ça de perception, c'est partout. Il n'y a pas besoin d'être dans des pays ou des horizons culturels, peu importe lesquels, différents. Et au contraire, parfois, il peut y avoir des différences de perception d'autant moins perceptibles qu'on pense que on a grandi dans le même village, on a le même âge, on est... C'est la définition même du conflit. Le conflit naît de deux personnes dans la même situation qui ne l'aperçoivent pas de la même façon. Donc, on est au cœur du conflit là-dessus, c'est sûr. Et c'est aussi quand ça touche sur un point qui est douloureux à la base. Si ça touche sur rien de douloureux, on laisse couler et puis ça ne devient pas un conflit, c'est un différent. Voilà, une différence, un différent éventuellement, mais pas un conflit. Il n'y a pas encore suffisamment d'émotions dedans pour que ça prenne le niveau de conflit. Je vois que le temps est presque écoulé. Xavier, est-ce que tu avais une question pour Alice sur les outils créatifs Donc, dans les outils créatifs, j'entends les cartes, le legal design. Alors, le legal design, est-ce que tu en fais la même utilisation que moi, c'est-à-dire que tu les réadaptes assez facilement d'un client à un autre? Donc, en réalité, tu as une sorte de canevas. Et ensuite, dans ton canevas, tu l'adaptes en fonction de la situation pour gagner du temps. Exactement. J'ai un canevas sur canevas et puis je rechange après les choses. Donc, cartes, legal design, des illusions d'optique. Est-ce que tu en as d'autres justement que tu utilises En illusion d'optique? En illusion d'optique ou dans ce que tu veux. Encore une fois, tester, observer, adapter. Moi, je trouve que c'est un mantra qui est très juste. On va avoir le doute, on va se dire, tiens, ça, je l'aurais peut-être pas utilisé dans ce domaine-là. J'utiliserai plutôt peut-être à la prochaine fois dans un autre moment. Et encore une fois, c'est parce qu'on a testé que l'itération, l'amélioration se fait au quotidien. Je retombe sur un dessin qui avait été fait. Ouais, pas forcément besoin d'être complexe, mais ça, illusion d'optique encore. Et ça, c'est l'idée aussi que la perception qu'on peut avoir d'une situation dépend grandement du contexte autour. La barre ici, c'est la même couleur en haut et en bas. On s'en rend pas trop compte, mais c'est le même gris, vraiment. Sauf que ici, on le perçoit plus foncé parce que c'est du blanc autour et ici plus clair parce que c'est du noir autour. Si on est dans un contexte archi oppressant toute la journée et qu'on rentre le soir et qu'il y a la voisine qui fait du bruit, ça va être beaucoup plus compliqué à supporter que si on est super zen à la maison et que voilà, on peut facilement passer à autre chose. Poser le cadre au début. Je ne sais pas si vous considérez ça comme un outil aussi, mais poser le cadre. Ça, c'est aussi pour moi un peu le legal design, d'ailleurs, le fait d'associer des dessins. Ah, mais vous ne voyez pas, pardon, c'est en... C'est inversé. Mais rappeler aussi les gens, un outil, je ne sais pas si c'est considéré, c'est d'aller de oui en oui. Moi, j'ai appris ça en formation et c'est drôle parce que j'ai fait une formation ici et on m'a dit, mais c'est interdit parce que c'est des questions fermées. Les questions fermées, on ne peut pas les utiliser en médiation. Il ne faut surtout pas faire ça. Alors que moi, j'ai vraiment appris, il faut aller de oui en oui. Mais je ne sais pas si ça considère ça comme un outil ou pas. Je pense que ça peut être la conclusion de notre épisode aujourd'hui, Alice, aller de oui en oui. Moi, je trouve ça très beau comme image pour faire avancer les gens, pour leur permettre de s'épanouir en revenant aux racines et en utilisant des outils qui en fait, les aident à changer de position et d'état. En fait. D'ouvrir, ouais.
Moi, en tout cas, Alice, ce que je retiens de cet entretien, malheureusement, je suis arrivée en retard pour problème de connexion, c'est que nous devons donner aux avocats l'envie d'être créatifs. Plus rien n'est inscrit dans le marbre, on doit rédiger les conclusions comme ci, se comporter comme ça, etc. Revenez à votre humanité propre, à vos intuitions, à votre propre créativité et à ce que vous savez faire par ailleurs. Les avocats sont souvent très créatifs, ils font du théâtre, ils écrivent des livres, etc. Et ils ne l'emploient pas dans leur métier. Deuxièmement, se former effectivement à tout un tas. Nous n'aimons pas trop le mot outil, si ça représente des trucs et astuces. Mais ce que j'entends de toi, c'est que tu les utilises dans la vraie forme de l'outil avec une mallette très complète et que, par exemple, je t'encourage de t'intéresser aux constellations familiales, vu ce que tu fais déjà. Dans beaucoup de cas, celles-ci sont aussi extrêmement utiles. Enfin bref, on a tout un tas de formations possibles pour améliorer notre exercice. Suivons-les, quoi. Pour moi, ça répond à notre serment. Je regarde là-haut parce qu'il est encadré là-haut. On jure d'exercer avec conscience, indépendance, dignité, probité, humanité. Conscience et humanité. On est là au service de l'humanité de nos clients. Et il faut qu'on ait conscience de l'impact de nos actions, que ce soit les mots qu'on prononce, les écrits que l'on rend, quel impact ils vont avoir derrière sur la personne qui les lit, qui les entend. Qu'est-ce qu'on nourrit en faisant ça? Ce sera le mot de la fin, enfin les mots de la fin, conscience et humanité. À la semaine prochaine. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup, Alice. Avec plaisir.